2024, ça a été une année de montagne russe. J'ai voyagé, j'ai parfois fait des erreurs super coûteuses, mais j'ai aussi exploré certaines limites que je pensais vraiment impossibles à dépasser. Si vous voulez connaître les leçons qui ont transformé ma vision d'entrepreneur cette année, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'ici, mon but c'est de tout partager avec vous. Mes échecs, mes victoires et même tout ce qui touche à mon chiffre d'affaires. Croyez-moi, il y a vraiment des trucs que vous attendez pas. L'idée, encore une fois, vous allez voir, c'est d'être dans un format beaucoup plus spontané, voilà, où simplement je me pose, je parle avec vous, il y aura pas beaucoup de cuts. Ça a été un petit peu amorcé par la vidéo sur Jaguar, qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Super, merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Donc vous avez compris, le but, ça va être de vous raconter les mauvaises expériences et les meilleures expériences aussi que j'ai vécues cette année 2024 et aussi les enseignements que j'ai pu tirer de cette année. Vous êtes d'ailleurs pour la plupart des entrepreneurs à me suivre et ça fait super plaisir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de débats qui peuvent se lancer dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis, c'est super important pour moi. J'ai hâte d'avoir de vos retours. Vous voyez, on est le 24 décembre quand je tourne cette vidéo. Donc petit pull de Noël des familles comme on aime, tranquille, on se pose, on papote. Je vais vous parler à peu près, je pense, de 7 points essentiels sur cette année 2024. Donc j'ai mes notes ici, bien évidemment. Je vais notamment vous parler de la place du voyage dans ma vie, qui a pris un petit tournant un peu spécial en 2024. Des erreurs aussi, bien sûr, moi je l'ai déjà dit que j'ai fait cette année. Mais aussi des prises de conscience et évidemment de tout ce qui touche au chiffre d'affaires, parce que c'est des trucs que vous aimez. Et d'ailleurs, si vous aimez aussi ces infos au format un peu plus condensé, j'en parle chaque semaine dans Brainshot, donc ma newsletter. En plus, évidemment, tout ce qui est analyse de marque, des conseils liés au branding et tout ça, j'aime bien vous donner plein de petits conseils utiles que vous allez pouvoir utiliser en tant qu'entrepreneur à la tête de votre business en pleine croissance. Donc, les apprentissages, on commence directement par le premier apprentissage de l'année 2024. C'est lié à l'équipe. Donc, ça fait maintenant un peu plus qu'une année que j'ai une petite équipe. J'avais commencé à en monter une en octobre 2023. Donc, c'est vraiment là où j'avais fait le saut un peu de solopreneur à entrepreneur, entre guillemets. Et cette année 2024, j'ai aussi été face à un mur où finalement, il y avait des gens dans mon équipe qui n'étaient pas du tout adaptés à l'esprit global et aux valeurs de la boîte. Donc, gros problème directement. J'ai compris en fait que en recrutant des gens, il fallait que je me base d'abord sur le valeur fit avant de vouloir les meilleurs du marché, on va dire, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de faire monter quelqu'un en compétence s'il a déjà les bonnes valeurs en fait qui sont liées à l'entreprise, parce que finalement le message que je véhicule avec Verix, c'est pas simplement on fait du branding, etc. Non, il y a tout un aspect valeur, etc. Là autour, donc c'est ultra important d'avoir des gens qui crochent déjà à ce niveau-là. Parce que c'est beaucoup plus difficile de faire changer des gens de valeur que de les faire monter en compétences. Parce que typiquement, moi j'ai la méthode Verix, justement, c'est un peu notre approche qui est vraiment spécifique à nous et que je peux facilement enseigner finalement à un designer, etc. Donc c'est beaucoup mieux dans ce sens-là et je les recrute donc par rapport aux valeurs, simplement. Ce que je fais aussi en amont pour le recrutement, c'est que je définis le profil super méticuleusement. Donc typiquement, ce que je vais faire, c'est, on appelle toujours ça les scorecards pour recruter des gens, mais je vais pas simplement me mettre en entretien face à la personne, avoir une petite discussion et me dire purée, cette personne c'est vraiment un bon type, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe, parce que moi j'ai un peu cette tendance-là à juger les gens par rapport au feeling et tout ça, ce qui est bien évidemment, il faut le côté humain, mais je vais plutôt me dire d'accord, pour ce poste-ci, j'ai besoin de quelqu'un de méticuleux, de ponctuel, qui prenne des initiatives, etc. Et ce que je vais faire, c'est poser sur un questionnaire une sorte de typeform. Typiquement, est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre des initiatives ou suivre les conseils à la lettre de votre manager? J'en sais rien. Et en fait, les deux, c'est ultra bien. Mais peut-être que dans un certain poste, je vais vraiment chercher à ce que la personne soit ultra autonome. Et dans un autre, je vais vraiment chercher à qu'elle soit beaucoup plus une exécutante. Donc en fait, en fonction de ça, ça me permet déjà de faire un gros tri dans les périodes de recrutement. Et ça, c'est ultra important pour gagner du temps. Donc vraiment, c'est un truc que je vous recommande beaucoup. Et aussi un truc par rapport à l'équipe que j'ai compris cette année, c'est que je dois pas vouloir formater tout le monde un petit peu à ce que moi je pense être la bonne chose. Je dis pas que je voulais les formater absolument selon ma vision, pas du tout, mais j'entends plutôt par là, j'ai appris que je devais offrir un contexte pour chacun et non un processus pour tout le monde. Je m'explique. Par exemple, je vais avoir plusieurs graphistes qui travaillent avec moi. Et certaines personnes ont besoin énormément d'espace. Elles ont besoin qu'on les laisse dans leur coin, faire leur truc, qu'on revienne genre une semaine après. Et il y a tout le delivery qui est super bon. Mais c'est simplement qu'en fait, cette personne, elle a besoin qu'on lui accorde la confiance. Et avoir de la confiance, c'est pas poser trop de questions.
Alors qu'une autre, ça va être droit l'opposé, elle va avoir besoin tous les jours de débriefer avec moi, etc., que je lui pose beaucoup de questions, et si je reviens pas assez vers elle, elle va se sentir abandonnée, et donc ça va en fait la pénaliser un petit peu, ou disons la freiner dans ses compétences, et c'est là que c'est super important en fait de se concentrer sur l'humain qu'il y a derrière, et puis pas penser que parce qu'avec le graphiste A, je faisais d'une certaine manière, que je vais pouvoir faire la même chose avec tous les autres en fait. Donc ça a été un apprentissage très 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 important. Un deuxième point qui est essentiel aussi, qui a vraiment changé cette année, c'est le voyage. Donc j'ai beaucoup plus voyagé que d'habitude. J'aime bien dire que je voyage un peu pour prendre du recul, mais aussi pour rencontrer des nouvelles personnes, et puis pour que ça mette un petit peu de chaos dans mon quotidien, pour que je me repose jamais sur mes acquis, que je vois ce qui se fait ailleurs, que je sois challengée en fait tout le temps. Et aussi le fait de changer d'environnement, simplement, c'est juste déjà un petit basculement du quotidien, donc c'est assez intéressant. Et c'est vrai que j'étais arrivée à un stade où je trouvais que j'adore mon pays, j'adore la Suisse, j'adore les gens qui sont en Suisse, mais il y a un aspect qui, pour moi, est un peu trop carré, des fois un peu trop poli, silencieux, droit, etc., discret. Et moi, j'ai ressenti beaucoup ce besoin de voyager en 2024 pour voir autre chose, pour comprendre d'autres choses, pour aussi me reconnecter à moi, hein, qu'on soit d'accord, c'est aussi un voyage, entre guillemets, intérieur. Je ne vais pas partir dans des théories perchées, mais voilà. Aussi en termes de réseau, c'était important pour moi de pouvoir un petit peu sortir du cadre, de rencontrer de nouvelles personnes, d'observer des façons de faire qui sont différentes, d'observer des business qui sont 1000 fois plus avancés et en fait qui me stimulent beaucoup, et aussi d'être un petit peu chahuté par rapport à ça, d'être challengé par rapport à ma vision globale. Donc... aussi petite transition là sur l'aspect plus personnel, ça m'a aussi appris que, j'ai noté cette phrase quand j'étais à l'étranger cet été, que c'est pas parce que je pars loin que j'allais me sentir moins vide en fait, ou que certains de mes problèmes allaient se régler. Donc ça c'est vraiment un gros apprentissage, que voilà, il fallait que j'ai une sorte de quête interne de qui j'étais, ce que je voulais, où je voulais aller. Donc là, on sort un peu de la sphère business, mais c'est ultra important quand on veut se rallier à une grande vision et qu'on a aussi une équipe qu'on veut driver avec nous, simplement. Je pense que c'est essentiel d'être constamment à la quête d'un équilibre à l'intérieur de soi. Et moi, c'est un truc que j'avais beaucoup négligé. Je me définissais énormément par qui j'étais dans le business, et j'ai mis peut-être un peu de côté la personne que j'étais vraiment dans ma vie privée, tout ça. On en reparlera un peu plus tard, mais je pense que c'est ultra important de rester aligné à ça, parce que d'ailleurs, quand je me suis pas posé ces questions-là, il y a plein de petites choses qui ont commencé à bugger, on va dire, dans l'aspect pro autour de ça. Parce qu'en fait, moi-même, je n'étais pas alignée, donc voilà, c'était ultra dur de rester focus par rapport à tout ça, et que tout aille bien. J'ai découvert un concept que j'ai trouvé ultra intéressant, qui s'appelle le concept d'anti-routine, qui est d'ailleurs encore plus applicable, je trouve, pendant les voyages. Parce qu'en gros, c'est l'idée, je suis quelqu'un assez de routinière, voilà, qui aime les process, le fait d'avoir un cadre, je suis rassurée par... je sais que le matin, quand je me lève, je fais ça, j'ai certaines actions, on va dire, dans ma morning routine, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est un truc qui me rassure, en fait, simplement au quotidien, de me lever, de pas me poser de questions, ok, bon, par quoi je commence ? Non, je sais qu'en fait, c'est procédurial, bam, bam, bam. Toute ma vie est pas rythmée par rapport à ça, mais il y a quand même des choses qui sont très importantes. Et en fait, des fois, dans les routines, on s'enferme un peu dans un truc, on se dit, un peu ce truc vieillot conservateur de pourquoi changer si on a toujours fait comme ça. Et l'anti-routine, c'est justement de lâcher prise, super consciemment, et de se dire, ok, là, pendant 3 jours, je fais plus mes routines. Et l'idée dans tout ça, c'est d'observer qu'est-ce qui nous manque vraiment. Et à partir de là, ok, on réajuste. On se dit, je sais pas, méditer le matin, ça me fait super du bien parce que j'ai moins de charge mentale. Mais par contre, je sais pas, faire des étirements, ça me saoule parce que, je sais pas, voilà, plein de raisons. Et c'est ultra important parce qu'en fait, c'est en rechallengeant ça qu'on se rend compte qu'il y a vraiment d'important pour nous. Et le but, c'est un peu de faire un MVP de la routine matinale ou peu importe quelle routine, et de garder le meilleur. Et si on en a besoin, de se poser les questions, ok, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je pourrais rajouter, etc. Et de faire une sorte de checkpoint comme ça, chaque trimestre, chaque semestre, voilà, ça dépend un petit peu des gens, mais c'est un concept qui m'a vachement fait du bien, en fait, parce que des fois, je m'en voulais d'être à l'étranger, et puis de me dire, purée, j'arrive pas à garder mes routines, tout, je me sens complètement à côté de la plaque. Et en fait, de prendre le problème dans l'autre sens, justement d'être plutôt curieuse et observatrice par rapport à ça, ça m'a appris vraiment, vraiment plein de trucs. Le point numéro 3, transition un petit peu simple, c'est le point d'apprendre à se connaître soi-même avant toute chose. Donc j'ai un tout petit peu abordé ça il y a quelques minutes, mais
J'ai compris un truc essentiel, je pense, à ce stade dans ma vie, c'est que si je me fais pas confiance, je vais pas réussir à tracer ma propre route. Parce que je l'ai expérimenté d'ailleurs, hein, qu'on soit d'accord, dans les dernières années. Évidemment, monter un business, c'est aussi être influencé, c'est avoir le syndrome, pour moi, par en tout cas, shiny object, etc. Euh, et je pense que pour être hyper transparente, j'avais vraiment un gros manque de confiance en moi, à 100%, même si ça se voit pas forcément. Et ce qui fait qu'en fait, mes actions découlaient parfois, trop souvent, de ce que je pensais être juste ou ce que j'observais que les autres faisaient, mais pas de ce que je sentais à l'intérieur de moi qui était juste et qui faisait du sens pour moi. Donc cette année, j'ai vraiment investi énormément de temps en moi pour vraiment comprendre ce que moi, je voulais. Donc, et aussi, comme je disais avant, qui j'étais. Donc Shadia, vraiment pas la meuf de Vérix. Donc c'est aussi important de faire la distinction entre les deux. Parce que j'ai l'impression, enfin ce que j'en ai un peu de sortir, c'est que si j'arrivais à créer cet alignement et à le garder sur la durée, ça allait vraiment me permettre de résister à toutes les épreuves. Parce qu'en fait, je m'abandonne plus moi-même, donc je dépends plus de ce que je pense que les autres pensent, ou bien de ce concept un petit peu bizarre où on va s'appuyer sur des trends, je sais pas, maintenant la mode c'est, je sais pas, les revenus passifs, et de se dire, ah il faut absolument que moi aussi j'arrive à en avoir, bah non, peut-être qu'en fait ça correspond pas du tout à mes valeurs, à ce que je veux faire, etc. Mais voilà, on en reparle un petit peu après aussi du concept de retraite créative qui m'a vachement aidé à mettre tout ça un peu en place, mais ça a été perturbant parce que là où pour moi la performance est ultra important au quotidien, les résultats, etc., j'avais un peu l'impression que passer du temps à mieux me connaître et puis à apprendre un peu aussi ce que je voulais, qui j'étais, où je voulais aller, ça allait être du temps perdu, alors qu'en fait on se rendra compte par après que finalement ça m'a beaucoup débloqué de trucs et tout à coup mon CA il a augmenté de fou, voilà, suite à toutes ces prises de conscience. Donc cette notion de savoir ce qu'on veut soi-même, ça fait qu'il y a zéro possibilité d'être mal influencé. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir été vachement tombée dans ce genre de piège par le passé. En fait, là, quand vraiment on se pose avec soi et on se dit, ok, bah qu'est-ce que je veux, finalement, on a confiance en soi, déjà de 1, on a confiance en son instinct, donc on va pas être complètement biaisé par le monde extérieur. Et enfin voilà, donc je pense que c'est une notion ultra importante que moi, j'avais pas du tout mis en focus principal dans ma vie. Et je pense que c'est une erreur, mais c'est ok, on apprend aussi de ce genre de trucs. Donc voilà. Il y a aussi un aspect un peu dans le même genre où c'était... moi, je suis quelqu'un de base qui était très dans les remords, on va dire, du passé, avant de me lancer avec Vérix. Et depuis que j'ai ma boîte, j'étais beaucoup plus dans la peur du futur. Donc on se rend compte qu'il y a un truc qui bug un peu parce que je suis jamais dans le présent. J'arrive pas à me dire, ok, là on est maintenant, tout va bien, non, etc. Et donc je développe pas mal d'anxiété parce que je pense beaucoup au futur, à tous les scénarios, puis en fait c'est nul parce que ça sert à rien, on n'est pas du tout dans le contrôle de tout ça. Donc voilà. Et une notion que j'ai notée, c'est apprendre à ne pas trader son futur contre son présent. Donc évidemment, c'est important d'investir à long terme. Je suis la première à avoir des visions, je sais pas, 1 an, 3 ans, 5 ans, je dis ce genre de trucs, que ce soit en termes de business, de finances, tout ça. Mais il faut pas baser non plus toutes ces actions d'aujourd'hui en se disant oui, mais en fait, peut-être que si je fais ça de ce sens-là, ça veut dire que dans 3 mois, il y aura ça. Enfin, il faut vraiment arriver à jongler entre ces visions finalement macro et micro et trouver un équilibre qui nous correspond, aussi en s'ancrant vraiment par rapport à ce qui se passe maintenant et aujourd'hui en fait, parce que c'est juste maintenant qu'on peut être face en fait au fait accompli et savoir comment réagir face à ça. Et c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de soucis un petit peu, donc soucis plutôt tracas liés aux finances cette année, ça a été assez challengeant, donc j'ai senti une sorte de gros désalignement un petit peu par rapport à tout ça. Et il y a un exercice, je sais plus dans quel livre je l'ai lu, mais qui disait, ok, si demain j'ai 1 milliard, elle ressemble à quoi ma journée type? Donc c'est vraiment cette question de se dire, ok, il n'y a plus aucun problème d'argent, plus rien, t'as pas besoin de bosser, tout ça. Je fais quoi de ma journée? Et c'est hyper intéressant en fait, parce que y a plein de choses que je mets en priorité maintenant, que j'aurais pas mis, et je vous en reparle un peu plus tard dans un autre exercice du genre, mais c'est assez sympa de se poser, mais juste 15 minutes et d'écrire un petit peu tout ce qui passe par la tête dans ce genre de réflexion. Ça m'a beaucoup aidé aussi à redéfinir un peu mes objectifs et mon focus au quotidien. Ensuite, l'aspect suivant, je crois que c'est le numéro 4, c'est de me focus sur une seule et même offre.
Alors, tous les gourous du marketing disent ça depuis 10 ans, mais il a fallu que je fasse mes expérimentations, évidemment, et que j'écoute pas ce qui était mis en avant et ce qui paraissait logique. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup expérimenté cette année. Je pense toujours lié aussi à mon... Tout est lié, en fait. Les peurs financières, du coup, shiny object, du coup, on se met sur une opportunité. Du coup, il y a aussi cet aspect où j'ai compris que être occupé, ça voulait pas forcément dire être productif, en fait. Et que je pense, pendant un certain nombre de temps, avoir un agenda très complet, ça me rassurait. Je me disais, ok, je travaille. Donc si je travaille, ça va marcher. Alors qu'en fait, il faut travailler intelligemment. Donc c'est encore une autre... Mais voilà, je trouve que ça, c'est un truc qu'on perd souvent de vue. Et donc, je partais un peu dans tous les sens. J'ai essayé des petits produits liés au personal branding et pas que au branding. De faire une académie. Enfin voilà, je suis un peu partie partout. Je pense encore un peu ce truc de shiny object. Et je sais que c'est lié à des peurs, tout ça. Mais... depuis là que récemment, et même en fait dans mon accompagnement de branding, vraiment où il y a la stratégie, le branding, où on vous accompagne, etc., dans les 4 étapes, où il y a tout ce changement qui est fait avec le client, j'avais encore 2-3 offres. Donc une offre vraiment un peu, disons, all-inclusive, mais entrée de gamme. Une deuxième qui est un peu plus premium, où on a aussi de la landing page et tout ça, et une gold, où il y a tout un site, une grosse stratégie de positionnement d'entreprise, tout ça. Mais ça fait quand même 3 offres, je veux dire. Et il faut se marketer différemment, c'est des personas un peu différemment, donc on peut pas tout le temps... Enfin, c'est super dur de faire un gros focus alors qu'on a encore ce petit écosystème d'offres. Et j'ai poncé une de mes offres, là, depuis l'été 2024, je dirais à peu près. Mon offre booster, en fait. Parce que je me suis posée et j'ai senti un réel alignement avec cette offre-là. Parce qu'il y a non seulement, en fait, de la stratégie, c'est une stratégie plus ou moins essentielle, mais qui permet de faire... C'est game changer pour le client, c'est ça qui est fou. Déjà, après une semaine, en fait, je vois que chez le client, lui-même est capable de complètement s'exprimer différemment par rapport à son offre. Il revoit, en fait, le pourquoi il fait tout ça, comment est-ce qu'il s'adresse à ses clients, il comprend mieux aussi toute sa cible, son écosystème de vente et tout ça. Donc, c'est génial. Donc c'est des quick wins en fait qui sont gratifiants pour le client mais aussi pour moi, hein, il faut être d'accord avec ça et moi je suis vraiment ok de remettre le focus sur le plaisir en fait et sur aussi ce que moi je ressens parce que je suis sûre que ça se ressent dans tout mon process en fait d'accompagnement. Donc on en reparle aussi un peu après dans les actions pour 2025 mais j'ai vraiment constaté que même si j'ai des offres, donc la Gold là elle est 3 fois plus chère que la Booster. Mais en fait, la booster est plus rentable parce que quand vous enlevez aussi les prestats à payer, toute la gestion, le suivi de projet et tout ça, le temps que ça prend, et juste votre charge mentale et votre bien-être, mais en fait, des fois, on se rend compte que la marge qu'on a vraiment brute, elle est et nette aussi, elle est vraiment différente et plus importante aussi dans le coût finalement en énergie et tout ça, parce que c'est super important de mettre ça au centre si on veut en faire beaucoup, enfin disons un peu du volume. Voilà, donc de toujours revenir à ça et aussi de se poser des fois les bonnes questions, même si on a l'impression que il faut toujours vendre plus cher, etc. C'est aussi ce qu'on nous prône. Mais voilà, moi ça a été une grosse révélation et c'est trop cool parce que depuis que je le fais, c'est fou, il y a tout qui s'aligne en fait. Il y a beaucoup de nouveaux clients qui sont arrivés, la satisfaction client a augmenté, enfin c'est trop bien et on voit aussi dans ce genre de moment que c'est les alignements qui se mettent en place quand on est aligné en fait avec soi-même par rapport à tout ça. Donc, je le disais avant, c'est des concepts que je connais depuis longtemps en théorie, le focus, la one-offer business, etc. Et il y a un truc là que j'ai noté que j'aime bien qui dit... parce que souvent je m'en veux en fait quand je fais ce genre de réalisation. Je me dis ouais mais meuf t'es con, tu savais ça depuis longtemps, pourquoi tu l'as pas mis en pratique? Et en fait je me rappelle que je suis sur le terrain et que je mets les trucs et je suis obligée aussi de tester, itérer, voir ce qui me va à moi et pas juste en théorie dans un livre business. Et j'ai noté une phrase qui dit observer depuis les tribunes ou agir sur le terrain. Donc chacun doit faire un peu son choix par rapport à ça. Parce que on voit beaucoup de gens qui passent des heures à analyser ceux qui ont réussi, à critiquer ceux qui font des trucs un peu pas forcément selon leurs valeurs. Mais en fait, ça, c'est simplement rester dans les tribunes. Et en fait, on a tous le choix. Donc soit on commente le match, donc rester dans les tribunes, soit on le joue. Et en fait, c'est en le jouant que c'est vraiment là qu'on va trouver ce qui nous convient à nous. Et... je pense sincèrement que la douleur en fait de rester passif dans l'observation, dans la théorisation, un peu tout ça, de regarder finalement la vie défiler, si on va un peu plus loin par rapport à tout ça, cette douleur elle est beaucoup plus grande que de se prendre des tacles sur le terrain. Parce que
il n'y a rien qui vaut l'expérience en direct. Et même si on se fait tacler, qu'on se fait mal, qu'on se fait une grosse entorse, j'en sais rien, mais en fait après on va en tirer quelque chose. Et ça c'est vraiment un enseignement, j'ai beaucoup moins peur qu'avant de tester, d'itérer, de me tromper finalement, que de devoir avoir un plan d'action, le suivre et de me dire ok mais c'est comme ça que je vais réussir dans la théorie. Donc voilà, ça c'est un peu un game changer pour moi cette année. Ensuite, observation numéro 5. Lié au business. J'ai beaucoup trop investi, je pense. Encore une fois, c'est pas une erreur, c'est un apprentissage en début d'année, que ce soit en temps, en argent, en énergie, en ressources, etc. Pour au final récolter des choses vraiment en fin d'année, en fait. Et c'est un peu abstrait ce que je dis là, mais en gros, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie où encore une fois, quand j'avais pas cet alignement et cette confiance, j'ai fait des actions qui servaient pas ma vision à moi, mais plutôt ce que je pensais être juste d'un aspect un peu plus global, et ça m'a causé beaucoup de tort. Et là, je l'ai noté encore une fois, je pense que la clé, c'est justement la confiance et l'alignement personnel. Et j'aime bien une phrase qui dit « Posez-vous des questions difficiles pour avoir une vie facile ». Donc que ce soit dans les relations, dans le business, etc., c'est ultra important de se poser ces questions difficiles. Il y a une équation aussi que j'ai notée, que je trouve intéressante. Là, c'est un peu plein de trucs liés au business, hein. Ça part dans tous les sens, mais je trouve que c'est des aspects qui sont assez cool. Typiquement, l'équation, c'est temps fois énergie fois intention égale productivité. Donc, moi, ce que j'en tire comme enseignement, c'est de toujours lier mes tâches quotidiennes à ma vision globale, déjà pour avoir le sens, en général, de ce que je fais en micro au quotidien. Parce que, autre phrase qui m'a marqué cette année, le pire, c'est de monter à une échelle, un échelon après l'autre, et d'arriver en haut et de se rendre compte que l'échelle n'était pas adossée au bon mur. Donc, ça revient à ce start with why, vraiment de s'aligner avec sa propre vision, mais pour dire aussi que la productivité, c'est un outil et c'est pas une destination. Parce que si on n'en revient pas à ce concept un petit peu plus holistique de « ok, je veux aller où, pourquoi je veux aller là-bas, etc. » et qu'on fait des petites tâches au quotidien, bah, en fait, on peut peut-être tout à coup dévier comme ça et à la fin de l'année se retrouver dans un univers parallèle, en fait, et c'est pas du tout là où on voulait aller. Donc, le travail de la vision, encore une fois, vous avez compris, je suis complètement matrixée par ce truc, je pense que c'est essentiel dans la vie, en général même. En écoutant aussi un podcast récemment de Sofiane Hadin, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est incroyable, allez suivre aussi sa newsletter qui s'appelle La Vague. Il parlait d'un concept qui disait qu'on prenait en général entre 1 et 4 décisions stratégiques majeures par an. Et je trouve que ma première réaction, c'était de me dire, mais c'est hyper peu. En même temps, c'est énorme, lié à une vie. Et donc, en fait, suite à ça, beaucoup de réflexions, etc., si vous voulez vraiment approfondir, il faut aller écouter le podcast. Je me suis dit que pour ma vision 2025, j'allais la baser seulement sur 3 piliers. Là où avant, je partais dans tous les sens, j'avais 1 milliard de trucs, etc. Là, je me suis focus sur, je l'ai appelé protocole Less is More, toujours lié aussi à Bauhaus, etc., toutes ces inspirations, on va dire, qui me drivent depuis plus de 10 ans. Et en fait, l'idée d'avoir 3 piliers minimalistes, c'est d'avoir beaucoup moins de dispersion. Parce que moi, qui souffre de ce truc un peu de shiny object, c'est aussi vraiment, ok, on en revient tout le temps à ce truc interne. Et une autre notion que j'ai trouvée ultra cool aussi dans ce podcast, c'était, ça disait que il fallait avoir en fait un équilibre dans les phases de la vie et de notre année entre absorption et digestion, des temps pour chacune de ces deux notions, des périodes en fait, et de créer l'espace nécessaire pour ça. C'est-à-dire, en gros, de vraiment se dire, ok, il y a des périodes où je dois consommer plein de contenu, je dois lire beaucoup, etc. Mais en fait, après, il faut aussi laisser du temps de digestion sans rajouter tout le temps plein de trucs par-dessus pour synthétiser et en ressortir l'essence même, le nectar de tout ça, pour le réinterpréter à notre sauce et selon ce que nous, on veut en faire dans notre business et dans notre situation. Donc, c'est un peu ce truc aussi entre l'équilibre entre le cerveau conscient et inconscient, parce que si on est tout le temps stimulé, comme on dit, hein, c'est dans le vide que se créent les idées, si on laisse pas ce temps de digestion, on va avoir de la peine. On a beau lire aller à toutes les conférences, etc. du monde, avoir plein d'informations qui rentrent ultra cool, si on prend pas ce temps de réflexion et de synthétisation, en fait, on n'en tire rien. Et ça, souvent, c'est une catastrophe, parce que quand on regarde en arrière, on se dit, ok, cette année, j'ai fait ça, mais j'ai jamais pris le temps de vraiment me dire, ok, en quoi cette idée, elle est importante, en quoi elle peut m'intéresser pour ma vision, en quoi elle peut alimenter aussi, finalement, ce que je veux mettre dans mon business pour la suite.
Et une dernière notion business encore dans ce podcast, c'était l'audit de simplicité. Donc en gros, c'est une sorte de protocole qu'on va mettre en place ça dépend encore une fois, peut-être 6 mois, 3 mois, qui inspecte les environnements. Donc il y a 4 types d'environnements vraiment majeurs, on va dire, dans la vie. C'est social, physique, numérique et mental. Et pour chaque environnement, donc on est toujours dans ce protocole les 6 morts, c'est se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que ça me crée de l'énergie ? Donc ces 2 questions, on se les pose. Je sais pas, typiquement, faire ma séance de sport, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans mon environnement, là, typiquement physique, on va dire ? Bah oui, parce que c'est nécessaire, en fait, parce que c'est quelque chose qui me permet de canaliser mon énergie, de me changer les idées, etc. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça me crée de l'énergie ? Bah oui, en fait, parce que ça drive vraiment quelque chose. Ok, bah ça, je le garde. Mais on pourrait aussi se poser des questions, typiquement, ok, j'ai lancé un podcast cette année, est-ce que ça me crée de l'énergie ? Est-ce que c'est nécessaire ? Ouais, bah oui, c'est cool, parce qu'en fait, dans mon personal branding, ça va bien alimenter tout ce que je fais. Est-ce que ça me crée de l'énergie ? Non, à chaque fois, je suis stressée. Quand j'ai un invité, bah voilà, 2 jours avant, je dors pas. Ok, donc c'est ciao. Enfin, voilà, et c'est l'idée de faire ça par rapport à son environnement globalement. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé de le faire sur pas mal de domaines. Donc voilà, petit exercice intéressant. Bon, maintenant, on va parler chiffres, parce que bon, on n'est pas venu là pour rien. J'ai compris aussi un truc classique, que le CA, le chiffre d'affaires, ça veut pas dire grand-chose. Bon voilà, qu'au début de l'année, pour moi, ça a été ultra compliqué. C'était long à se mettre en route. En plus, ouais, j'ai eu des expériences un peu traumatisantes. J'ai eu un gros accident de voiture en décembre l'année passée, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. En fait, avec une commotion cérébrale, ça m'a fait... J'avais l'impression d'avoir perdu mon muscle créatif. C'est comme si ma portion d'arborescence, elle était plus capable de s'actionner. Pendant pas mal de semaines, ça a été super challengeant pour moi à ce niveau-là. Donc voilà. Et aussi un contexte personnel un peu compliqué durant le mois de mars. Donc j'ai eu pas mal de hauts et de bas. Et on se rend compte que le business, c'est quand même lié à tout l'aspect perso. Et donc j'ai une année qui était hyper lente, puis qui s'est accélérée, genre vraiment de façon de fou en fait en cette fin d'année. Ce que j'observe, c'est que j'ai un business qui est beaucoup plus mature qu'il y a une année, donc ça c'est super cool. J'ai une offre qui est ultra affûtée, donc là je suis sur les starting blocks pour 2025, vraiment. Je sais beaucoup mieux déléguer, je dépense aussi moins dans le vide, là où avant... souvent on se dit ok, comment je peux faire plus de chiffres pour ça, pour avoir plus d'argent, pour plus investir, etc. Mais cette année j'ai aussi fait cet audit de simplicité en me disant bon bah aussi où est-ce que je peux enlever des dépenses, que ce soit genre un loyer physique, que ce soit certains abonnements. Donc aussi à ce niveau-là ça m'a beaucoup aidé. Et en fait dépenser dans le vide c'est pas grave, encore une fois c'est pas un échec, c'est vraiment un gros apprentissage pour moi. J'ai testé, je sais maintenant ce que je veux pas avec certains prestataires, donc c'est super important je pense de passer quand même par là, et je me concentre maintenant sur ma marge nette, et j'essaye de moins vouloir embarquer un peu tout le monde avec moi et de faire le bon samaritain qui veut donner de l'argent à tout le monde, donc ça c'est aussi un truc très important. Et en conclusion, le truc de fou c'est que j'avais fait un chiffre d'affaires, donc je vais être transparente, d'environ 125 000 francs en 2023. Et j'arrive au même chiffre d'affaires cette année, en sachant que j'ai travaillé entre 20 et 30% de moins qu'en 2023. Donc en fait, là au début j'étais un peu déçue, et même franchement par rapport au contexte, j'étais très contente d'en être là. Je trouve que c'est une super croissance, et c'est vraiment un signe de bonne santé pour mon entreprise. Donc je suis passée à peu près 10 heures par jour en moyenne de travail sur 2023, à en moyenne 7 sur 2024. Donc je pense que c'est une grosse métrique aussi de succès, qui est ultra importante. Et une autre métrique aussi de succès importante, surtout cette fin d'année, c'est le bonheur. C'est pas un truc qu'on voit beaucoup dans les bouquins ou dans les vidéos de la hustle culture, mais pour moi ça va être un drive principal, parce qu'en fait je vois que quand je suis alignée, que je suis bien, que je suis juste heureuse en fait, ça marche de fou. Donc voilà, c'est un focus aussi pour 2025 qui devient très important pour moi. Et la suite par rapport au business, pour rester encore dans le chapitre du business, donc je vais me focus vraiment sur mon offre booster dont je vous parlais un peu plus tôt. Toujours itérer, peaufiner, la faire monter en fait en qualité, on va dire, la rôder en interne, tout ça, parce qu'elle me fait vraiment kiffer. Et cet indice aussi de haute satisfaction quand je suis dans une offre booster, je pense qu'elle est essentielle.
Elle me coûte moins en énergie, elle est moins chronophage, elle est moins longue. Un booster, j'arrive à le faire entre 5 et 6 semaines avec les clients les plus rapides. Donc c'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé aussi pour la personne qui, en 6 semaines, a une stratégie, un positionnement sur le marché, toute une boîte à outils, tout un univers de marque en fait, a ses outils pour communiquer, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, où, sur quel réseau, etc. Donc c'est incroyable et moi j'adore avoir ce genre de résultats qui sont facilement en fait mis en place. Donc ça c'est trop trop cool. Je veux aussi beaucoup me focus sur le contenu SEO pour mon... J'aime pas parler de persona, d'avatar, tout ça, mais pour les gens à qui j'ai envie de m'adresser, donc pour les entrepreneurs qui sont vraiment en phase de grosse croissance, mais aussi garder donc le kiff au centre de tout ça. Il y a une notion qu'on entend de plus en plus sur YouTube, principalement ces derniers temps, qui s'appelle le inner content. Donc il y a Tony Neves qui en parle beaucoup dans ses podcasts. C'est cette notion en fait de contenu qui vient de l'intérieur de soi. Encore une fois, à partir du moment où on est aligné, etc., on peut beaucoup plus créer aussi des choses qui sont vraiment sincères. Et c'est surtout en fait lié à la problématique, ou pas du tout problématique en vrai, mais l'IA, c'est fantastique comme outil. Mais là où avant, il y avait un coût d'entrée qui était cher pour faire du personal branding. Il fallait des monteurs, il fallait faire des scripts, il fallait tourner, il fallait une aisance face à la caméra, etc. Là, maintenant, tout le monde peut faire une tonne de trucs trop stylés en se faisant aider pour les scripts, le montage, tout ça. Mais ce qui va changer, à mon avis, pour 2025, c'est vraiment de mettre de nouveau plus en avant ce qui vient de soi. Parce qu'en fait, en gros, c'est là où on pourra simplement être unique et en fait, pour être apprécié simplement pour qui on est, en fait. Et c'est ça l'élément différenciateur, je pense, le plus puissant. Donc, c'est de réinterpréter des concepts à sa sauce, de mettre sa propre vision du monde, de faire ses propres concepts, en fait, et ses idées pour... avoir pas une grande... Encore une fois, on n'est pas des influenceurs. Hein. Enfin, moi, je pars du principe qu'on veut pas avoir des millions d'abonnés. On veut juste des gens qui crochent à notre vision parce qu'en fait, c'est ça qui est ultra important. Et encore plus, moi, je suis convaincue pour créer une marque, ça vient de soi. Donc, si moi, j'ai des gens qui fitent pas avec qui je suis et juste... En fait, ça sert à rien qu'on travaille ensemble. Et de plus en plus, je choisis aussi mes clients en fonction de ça parce que, bah voilà, c'est ultra important. Et j'aimerais vraiment pouvoir, en 2025, me différencier pour attirer des gens, en fait, avec qui j'ai un énorme kiff de bosser. Et là, cette fin d'année, il y a eu 3 clients qui sont rentrés ces quelques dernières semaines. Et c'est 100% du valeur fit et tout. Et c'est juste un bonheur de bosser avec eux. Donc, je vois que c'est la bonne direction à prendre. Le dernier élément aussi que je me fais comme promesse pour 2025, c'est de moins consommer, mais de plus créer. Parce que voilà, cette saturation de contenu, j'ai l'impression que c'est une sorte de puits sans fond. Il y aura toujours plein d'idées, de trucs qu'on peut faire, de choses à optimiser, de conseils, tout ça. Et on peut vite en fait se perdre dans cette quête de recettes entre guillemets parfaites. Et je pense que c'est ultra important de se concentrer justement sur la création de qu'est-ce que nous on a apporté à ce monde en général, et optimiser finalement en fonction des retours, des envies, aussi de l'humeur, des périodes, tout ça. Et je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va créer une réelle résonance avec son audience. Donc voilà un peu pour la partie business. Et il y a encore un point très important, c'est une prise de conscience un peu privée, personnelle, que j'ai faite cette année. C'est que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. J'ai vécu un drame avec des amis qui sont décédés en montagne en début d'année, des amis très proches. Il y a eu cet accident de voiture au mois de décembre l'année passée. Et moi, j'avais jamais conscientisé la mort, simplement. Je sais qu'il y a des gens voilà, qui pensent à cette notion, etc. Moi, c'est pas du tout un truc que j'avais dans la tête. Et donc, j'ai été vachement perturbée pendant plusieurs mois. Dur de me concentrer, dur de dormir, etc. Donc, très embêtant. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, waouh, ce qu'il y a au centre de mon concept de vie, c'est finalement les expériences avec les gens. C'est le truc le plus important pour moi. C'est ce qui compte le plus, en fait. C'est ces moments, c'est juste ces instants de vie, ces expériences de vie. Il y a un exercice que j'avais fait, qui est un peu glauque, mais qui est très intéressant. C'est de se dire, ok, si tu devais mourir dans 6 mois, qu'est-ce que tu ferais ? Genre, ça serait quoi ta journée type, une semaine type, un mois type, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai vu, en fait, en écrivant un peu tout ce que j'avais envie de faire, il n'y avait pas que le boulot. Et mon truc premier, vraiment, c'était les relations, les moments avec les gens et tout ça. Donc ça, c'est assez fou. Enfin, c'est vraiment assez fou de se rendre compte de tout ça. Et c'est pas juste ce qui est bien sur le papier de faire, finalement. Donc de se poser cette question, je pense que c'est super important. Et pour moi, comme je vous le disais un peu plus tôt, ce qui a été important, c'est aussi de trouver qui j'étais hors du boulot.
hors de simplement se définir par qui on est professionnellement, de trouver sa vraie identité. Et il y a un truc que je fais, c'est un concept, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le concept de retraite créative que je fais à Chamonix en général. Et là, j'ai fait le même concept, aussi à Chamonix, mais une retraite personnelle, vraiment sur moi. Euh, et c'est fou parce qu'en fait, je suis partie, pas d'ordi, quasiment pas de téléphone, un carnet, un stylo, et je me suis posé des questions vraiment sur, ok, t'es qui, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu fais de bien dans la vie, etc. Et j'ai vraiment une grosse prise de conscience sur le fait que le coefficient, enfin un peu le dénominateur commun de tout ça, c'est que je suis quelqu'un de passionné profondément. De base, ça a été la musique, pour ceux qui me connaissent le mieux. Ensuite, ça a été par le graphisme. Après, ça a été le branding. Après, il y a eu la création de contenu. Mais en fait, ouais, aussi les gens en général. Je suis passionnée par les gens, par les relations. Et j'ai connecté un peu les points en me disant, je suis une designer dans l'âme, mais avant tout, en fait, une designer de liens humains. C'est un peu ça le dénominateur dans ma vie en général. Et j'adore connecter les gens entre eux, je crée des liens, je crée une communauté, je crée des moments magiques, des expériences. Et en fait, créer une marque, c'est ça aussi, c'est l'expérience, c'est le feeling. Et c'est là où je me retrouve un petit peu dans cet écosystème de vie privée, vie pro, etc. Et ça m'a beaucoup aidé de mettre un peu des mots là-dessus. Donc suite à ça, j'ai remis aussi au centre de ma vie mes relations proches, la musique avec un nouveau rythme, le sport, ce qui me plaît, ce qui me fait rire et ce qui m'amène de la joie au quotidien. Et ça a vraiment, vraiment transformer un petit peu cette fin d'année. J'ai aussi noté une notion très importante, que prendre soin de sa santé mentale et physique, ça devrait être genre la base, je pense. Moi, c'est un accent que je mets seulement depuis 4 ans, sur les deux aspects, donc vraiment santé mentale et santé physique, que ce soit de la thérapie ou peu importe, vraiment, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup, en fait, à me connaître d'ordre, en général. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit Trust your joy. Joy is a great GPS. Et je trouve ça assez vrai, en fait. De pas tout le temps être sur des métriques de succès, de chiffres, de tout, mais d'être sur des métriques de joie. Ça apporte aussi un truc vraiment intéressant, je trouve, dans un business. Et la deuxième notion, c'est work hard, rest hard. Pour créer, il faut passer par le vide. J'en ai parlé aussi un peu plus tôt, mais ça, c'est un truc que moi, j'ai un peu trop négligé. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Il y a aussi un truc qui m'aide à prendre des décisions au quotidien, que je voulais partager, parce que des fois, moi, je suis un peu... Justement, je pars dans tous les sens. J'ai parlé de beaucoup de trucs aujourd'hui. La prise de décision, du coup, c'est central au niveau de ma vie. Et c'est un process en trois questions. Donc, est-ce que ça me donne de l'énergie quand on veut faire un choix? Ça peut être lié à une personne, à une décision, au travail, peu importe. Ensuite, c'est est-ce que ça fait du sens stratégiquement? Très intéressant. Et est-ce que ça fait du sens commercialement? Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'aspect commercial, donc là, c'est plutôt au niveau business, mais pécunier, il vient en troisième. Mais d'abord, c'est l'énergie, après, c'est la strat, donc lié aussi à la vision, tout ça. Et après, c'est les finances. Et je trouve ça très important. Et une autre phrase qui dit justement, parfois, ce que vous ne faites pas, c'est aussi important que ce que vous faites. Et par rapport à ça, je suis en train de lire un bouquin qui est fascinant, qui s'appelle Essentialiste par Peter McKeown. Je vous partage 3 notions vraiment trop cool de ce bouquin, qui dit on a tendance à toujours ajouter au lieu de soustraire. Et c'est un peu un fonctionnement pervers. Si on revient à ce less is more, en gros, de se donner... moi, c'est ce que je fais journalier. Je fais une analyse un peu pour remettre les choses dans le contexte, histoire d'avoir aussi un système qui me permet de ne pas me disperser et pas de tomber dans le chaos. Parce que des fois, justement, comme on disait avant, on a l'impression que c'est toujours en ajoutant, mais en fait, c'est en soustrayant aussi qu'on se donne plus d'espace pour créer, mental, etc. Donc, c'est super important. Ensuite, le mot latin « décision », donc « cis » dans « décision », veut dire « enlever, tuer ». Et je trouve que c'est incroyable. Donc dans ce bouquin, ils disent les essentialistes pensent que rendre les choses meilleures, c'est éliminer quelque chose. Éliminer les mots, les détails, les images en trop, les choses qui distraient. Et je trouve ça trop bien, parce qu'en fait, ils font la comparaison justement dans le bouquin par rapport au montage vidéo, mais ça peut s'appliquer à plein de trucs. Mais c'est pas juste couper au condensé, mais faire en sorte que ce soit naturel, fluide, que ce soit juste. Et j'aime beaucoup cette notion-là. Et c'est pas juste éditer chaque seconde en micro puis se dire ah super, il y a des super effets. Non, c'est l'aspect global. Et dans le bouquin, il parle du monteur de Spielberg et qu'en gros,
c'est vraiment l'idée de toujours créer une sorte de cadence naturelle dans les choses, parce qu'en fait, c'est pas que Spielberg qui est incroyable, c'est aussi le mec qui est là derrière et qui réalise la chose d'une manière où il sait faire les bons cuts, il sait mettre le bon rythme. C'est un peu comme de la musique, hein. Le tempo, le rythme, les coupures, les blancs. Donc c'est ultra intéressant de se mettre là-dedans. Donc créer une sorte de cadence qui paraisse naturelle dans notre vie, je pense que c'est essentiel. Mais on peut aussi appliquer ça au design, à plein de trucs en général, vous avez compris. Le dernier truc, c'est qu'il y a une partie mission statement. Donc c'est un peu la stratégie d'entreprise, mais appliquée à soi-même. Et je trouve ça trop stylé, parce que c'est aussi pour mieux comprendre ce qui nous drive. Ça revient à nos valeurs, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc si vous êtes un peu dans cette quête des fois de sens, ou bien de choses aussi par rapport à vous-même, pour rallier à votre business, je pense que ça peut être trop cool. Donc, la conclusion de tout ça. C'est un podcast qui dure extrêmement long. Si vous êtes encore là, c'est incroyable. Franchement, merci pour la fidélité. N'hésitez pas aussi à mettre vos retours de votre année dans les commentaires, etc. Surtout, c'est essentiel pour moi d'avoir vos réactions par rapport à tout ça. Donc je pense vraiment que j'ai pas du tout eu l'année que je pensais, que j'aurais imaginé ou que j'aurais voulu, très honnêtement. Mais plutôt celle dont j'avais besoin pour enfin comprendre qui je suis et là où je veux aller. J'ai eu vraiment énormément de déclics, vous l'avez compris, qui sont pas mal invisibles aux yeux du public, donc c'est pas forcément une croissance extérieure, mais c'est game changer pour moi, donc c'est la base de tout, et je sais que c'est de ça que vont découler pas mal de changements de fou pour 2025. Je pense aussi que l'attention plus l'énergie, ça donne des résultats, et c'est pas le temps dédié à une tâche qui donne des résultats. Donc ça, c'est vraiment un concept que j'en retire de cette année-là, qui est ultra importante. Je veux vraiment, encore une fois, prendre à l'échelle micro et macro mon bonheur comme un indicateur clé de mon succès, parce que ça va driver énormément de choses pour la suite. Et je pense aussi que je vais essayer, et que j'ai déjà commencé à apprendre à gérer mon capital énergie comme mon argent, là où avant je le dépensais dans tous les sens, surtout mon capital énergie. Y a une notion qui m'a beaucoup touchée, qui dit que quand on reçoit une prime dans la vie, on va jamais tout dépenser d'un coup. Si on est des personnes un peu saines d'esprit, qu'on soit d'accord. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on fait ça avec notre énergie ? Souvent, genre quand on se remet d'un burn-out, d'une blessure, peu importe, après on part genre full gaz de nouveau, parce qu'on se dit « Waouh, j'ai retrouvé plein d'énergie, bam, 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 ça repart dans tous les sens. » Alors qu'en fait, après justement un coup de mou, une fatigue, ou juste un down un petit peu, je comprends maintenant qu'il faut vraiment prendre le temps de remonter la pente progressivement, et qu'en fait, de repartir à fond dès le départ, c'est un peu comme griller son carburant comme ça dans les premiers kilomètres, donc c'est essentiel de ne pas le faire de cette façon-là. Et quelques petits mini insights pour les vrais qui sont encore là, parce que je pense que le watch time à ce moment-là, il doit être mort et enterré. Donc ce podcast, un peu ce format brut où je raconte un truc, des fois ça va être plus lié au branding comme je l'ai fait par rapport à Jaguar, des fois ça sera plus de sorte de bilan comme ça, ou lié à l'entrepreneuriat, ou peu importe. Donc il s'appelle Brand, B-R-A-I-N-D avec une apostrophe. Attention, c'est important. C'est un mélange entre brain, vous avez compris, le cerveau, et brand, donc la marque. Donc c'est un peu toutes mes réflexions par rapport à la marque. Et j'ai aussi un second brain, en gros, sur mon téléphone, et c'est là où je mets plein de notes. Et des fois, je trouve ça intéressant de les sortir un petit peu à droite à gauche, les analyser, justement, de les trier. La petite astérix, c'est pour l'aspect pensée. En mode, il y a toujours quelque chose de personnel à en tirer. Donc, c'est aussi des enseignements que moi, j'ai pas envie que vous le preniez au premier degré. C'est plutôt une sorte de réflexion globale autour de laquelle on peut itérer, se challenger et en reparler. Donc, pas du tout prendre ce que je dis pour acquis ou comme vérité. Bien évidemment, ça touche que mon expérience personnelle. Et j'aimerais beaucoup faire sur ce format... l'idée de Brain, c'est que ce soit beaucoup plus concis. Hein. C'est peut-être 10 minutes, 12 minutes. J'aimerais bien le faire soit toutes les semaines, soit 2 fois par mois. Parce que comme je l'avais fait dans l'épisode de Jaguar, c'est un peu de parler plus de mes idées fraîches, etc., des notes que je prends et tout ça. Du recul aussi de ce qui se passe hebdomadairement dans le business. Parce que j'ai des notes hebdomadaires depuis que j'ai lancé Verix en août 2021. J'écris chaque semaine un débrief hebdomadaire, et ce que je trouve trop stylé, c'est qu'en fait, je vais pouvoir, dans ces épisodes de Brain, avoir une petite section où on va voir en arrière, genre, ok, la semaine 52, je pensais quoi en 2023 ?
La semaine 52 en 2021, j'étais dans quel état d'esprit? En fait, c'est trop stylé. C'est un peu comme remonter le temps et voir un peu les acquis et tout ça, et partager aussi des petites choses que j'ai pu voir évoluer en fonction du temps. Donc voilà. Et puis pour début 2025, moi je commence une grosse collaboration au début d'année pour tout ce qui est acquisition, donc ça va être trop stylé. Et j'ai potentiellement envie de repartir 1 ou 2 semaines sur Dubaï en janvier ou en février. Pour les plus fidèles, vous savez que je suis fan de Dubaï. Controversé, tout ce que vous voulez, on peut en parler pendant des heures, etc. Mais moi, c'est vraiment principalement par rapport au réseau et aux rencontres. Et donc, s'il y a des gens qui sont encore là déjà et qui y sont, donc à Dubaï en janvier ou en février, n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires. Comme ça, on pourra se caler un petit meeting et ça serait trop stylé. Donc voilà, encore une fois, merci d'être là, merci pour le soutien, merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me faire des commentaires, abonnez-vous s'il vous plaît si c'est pas encore le cas. C'est très très important pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures autour des marques. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, belle fin d'année à tout le monde et à très vite. Allez, salut!